Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Et bienvenue à tous dans Conseil de Gros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le 50e épisode, et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas Alexis qui parle. Et Alexis, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai introduit cet épisode? Et oui, du coup c'est toi qui l'as introduit, Thomas, simplement parce que c'est le 50e épisode de l'émission du podcast. Et du coup je voulais faire un épisode un peu spécial pour vous partager un petit peu ma vision, un petit peu mon parcours, ce que je veux faire et ce que je vais faire, et surtout pourquoi j'ai créé ça. Et je pense que la meilleure personne pour partager ça et pour vous véhiculer tout ça, c'est Thomas, qui m'a pas mal accompagné dans un bon chemin de ma vie. On s'est rencontrés à l'école et on était en coloc aussi pas mal, et on suit pas mal d'aventures ensemble. Et aussi Thomas a un podcast sur l'IA. Donc voilà, il n'y avait pas meilleure personne pour faire cet épisode. Exactement, et je suis super content de faire ce 50e épisode. On va faire un épisode un petit peu différent et on va essayer de mieux te connaître. On va évidemment aller chercher quelques conseils grosses, mais aussi quelques enseignements sur l'entrepreneuriat. Du coup, ça va être trop cool. Et du coup, sans plus attendre, je te propose qu'on commence. Et Avec plaisir. Alexis, qui es-tu? Bonne question. Tu veux l'enfance, tu veux un peu tout le parcours? Écoute, je veux ta vie en général. Comment tu te décrirais en quelques phrases, un peu en mode rétrospection? En mode un peu rétrospection, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez engagé. J'aime bien, je suis assez motivé, j'ai envie de faire bouger les choses et je suis très, très déter. Et si tu veux, je peux te dire d'où je viens. Je viens de Meudon, tu vois, une petite banlieue parisienne. Mhm. J'ai vécu avec ma maman essentiellement et mon demi-frère. Et du coup, j'étais à l'école là-bas. C'était pas une ville folle, entre guillemets. C'était un collège assez banal et moi, je m'en sortais plutôt bien. J'avais de bonnes notes à l'école. Mhm. Après, je suis parti au lycée. Ok. Lycée, je suis allé au lycée de Sèvres. Donc très très cool aussi. Un autre milieu, un peu plus aisé, etc. Et je me suis fait plein de potes. C'était trop trop cool. Et après, on s'est rencontrés tous les deux, Thomas, en école de commerce, du coup à Neoma. Neoma, on a fait 2 ans à Reims. J'étais beaucoup dans les assos notamment de BDA. En vrai, on était Mhm. dans le BDA au tout début ensemble. Ouais. BDA, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est le Bureau des Arts. Donc ça va être l'association vraiment artistique. Et moi, je m'occupais de toute la partie cinéma. Donc j'aimais vraiment beaucoup faire des montages vidéo. Je m'occupais de toute cette partie-là pour l'école. Et après, 2 ans à Madrid. Pareil, j'étais avec Thomas et on était en coloc. 2 ans à Madrid. Je crée ma première boîte à ce moment-là. Donc une agence de market avec un de nos colocs aussi. C'était très très cool. Et après, je suis rentré en France. J'avais le dilemme entre faire un master, donc continuer les études, Mhm. ou m'investir à fond dans ma boîte. Et j'ai choisi, même si ça plaisait pas du tout à toute ma famille, Mhm. d'y aller à 200% pour pas avoir de regrets et surtout me dire que j'allais vraiment monter en compétences et que j'avais pas le choix. Et j'ai vraiment kiffé l'aventure. C'était 3 ans de pur bonheur. C'était très très cool. Et au bout de 3 ans, on a arrêté l'expérience. Pas la même vision entre les associés. Moi, je trouvais moins de sens dans ce que je faisais. J'ai monté une autre boîte du coup à côté avec un pote qui s'appelle Paul. On a créé une boîte qui s'appelle Tailleur, qui fait des costumes à base de matières recyclées et made in Europe. Et donc ça, c'est en lancement. Et également, on a créé Growth Hiring, donc qui est une boîte où on forme les recruteurs à toutes les techniques justement de growth pour qu'ils puissent booster leur recrutement, atteindre leurs objectifs et surtout être dans les meilleures conditions pour faire leur taf, parce que il n'est pas très facile au final. Carrément. Voilà un petit peu l'overview.
Bah, trop cool. En vrai, c'est ouf. Il y a plein de choses que je veux te demander. C'est vrai que pour toutes les personnes qui nous écoutent, du coup, on va prendre le temps de revenir. J'aimerais prendre le temps de revenir sur certaines choses que tu as dit, certains moments de ton parcours. Après, rentrer plus dans le gros hiring. Mais du coup, justement, si on revient justement sur quelques moments de ta vie qui ont été marquants, j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'enfance. Dans cet épisode introspection, Mhm. euh, il y a plusieurs choses avant d'aller sur le gros hiring, et vous inquiétez pas, on va avoir les meilleurs conseils de gros hiring d'Alexis très rapidement. En plus, après 50 épisodes avec des experts, je suppose que tu as beaucoup d'insights à partager, donc ça c'est Mhm. top. Mais avant tout ça, je pense qu'on va prendre le temps un petit peu de mieux te connaître. Et si on revient sur l'enfance, euh, parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu partages ta vision d'y aller à 200%, tu n'as pas fait de master, tu t'es directement lancé. Euh, Si on revient sur l'enfance, qu'est-ce qui, dans ton enfance, t'a influencé, tu penses, à justement avoir ce mindset de growth, de t'améliorer, d'y aller à 200%, de construire des choses? Euh, Moi, je dirais, bah, déjà, il y a une particularité. Moi, bon, mon enfance est assez simple. J'ai vraiment manqué de rien. Il y a juste un truc, effectivement, qui m'a assez marqué, c'est que bah, mes parents ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. Hmm, Du coup, je vivais en garde partagée, etc. Et puis, à partir de 7 ans, bah, mon père est parti à l'étranger. Donc, je le voyais qu'une fois par an. hmm, Donc ça, c'était un gros manque, surtout quand bah, je voyais pas mal de mes potes qui sortaient justement de l'école quand on était petits et tout. Ils sortaient voir leur papa, etc. Moi, j'avais pas forcément ce réconfort-là. Et mhm, je m'occupais pas mal de mon frère. Donc vite, en fait, je me suis retrouvé avec bah, des responsabilités, beaucoup de liberté aussi. Donc c'était assez cool. Et du coup, j'avais aussi un beau-père, donc le père de mon petit frère, mon mhm, demi-frère, qui lui était entrepreneur à sa manière. Donc il avait son CDI et puis aussi il montait sa boîte d'informatique où en fait il hébergeait les données de ses clients hmm, de son côté. Et en fait, il m'a expliqué ça quand j'avais à peu près, je pense, 12 ans. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, ouais, ça a l'air trop trop cool. Et puis il a hmm, l'air d'être trop content d'être à son compte. Franchement, bah, ultra inspirant. Et franchement, bah, ça m'a, je pense, ça a été un petit déclic. Ces deux choses-là. Je pense que le fait de pas avoir mon père, ça m'a donné une sorte de rage de bah, vouloir bah, tout niquer parce que lui, il croyait pas trop en ce que je faisais. Souvent, il me disait, bah, si t'as de mauvaises notes à l'école, tu vas te finir balayeur. Alors que, tu vois, je galérais pas trop, ça allait, tu vois. hmm, Et j'avais beaucoup, tu vois, ce côté revanche contre la vie et pour lui prouver que bah, je pouvais faire des choses à ma manière. hmm. Non, en vrai, c'est super intéressant et je pense que même si, bon, là, on va... Après, j'ai envie de parler un petit peu de l'école, de comment tu étais dans l'université, parce que bah, je peux témoigner vu que j'étais là. Mais je trouve que c'est intéressant de... On n'entend pas souvent justement ces choses assez basiques de... Voilà, on vit tous des choses assez complexes en grandissant, on a tous notre bagage, etc. Mais du coup, euh, bah, ça peut expliquer certaines choses et puis ça peut aussi, on peut aussi transformer des choses qui sont complexes à un moment donné en force et c'est justement ce que tu partages. Et du coup, si on arrive un peu plus tard, quand tu es à l'université, que tu es au BDA, tu fais 1000 trucs en même temps et je sais que tu as aussi beaucoup de taf en même temps. Tu multiplies les tafs en plus de l'école. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase-là, cette période-là? Ouais, en vrai, cette période a été ultra intense. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui. C'était, pour ceux qui nous écoutent, c'était vraiment 3 mois. Bah, le BDA, c'était vraiment 3 mois de campagne. Donc, deux listes s'affrontent. Et le but, bah, c'est d'être élu par l'école. Donc, on fait plein d'actions. Il y a beaucoup de soirées, beaucoup de sorties. On doit faire des réalisations, on doit faire pas mal de choses. Et moi, de mon côté, bah, vu que je m'occupais de toute la partie cinéma, bah, mine de rien, il y avait quand même pas mal de taf, de tournage, de montage, surtout quand on devait présenter en amphi, devant plein de gens. Et je sais qu'il y a un moment, bah, moi, j'étais je suis un peu acharné. Hmm, Et je me souviens, bah, pendant 3 jours, j'avais quasiment pas dormi, je crois. J'avais dormi peut-être une petite sieste de 20 minutes parce qu'il fallait absolument qu'on rentre des trucs. Et j'étais un peu à l'extrême sur pas mal de choses comme ça. Pareil, première année d'école, bah, il y a le stage, donc stage de 6 mois. Trop cool, mais il fallait que je trouve du taf à côté, notamment pour payer mon école, et cetera. Et bah, du coup, j'ai taffé au McDo le week-end, plus la semaine, de temps en temps, j'étais en restauration où je faisais le service. Et du coup, pareil, j'ai accumulé 3 tafs en même temps.
Et là, c'était pendant 5 mois et demi de l'acharnement et surtout en plus je sortais le week-end pour me dire bah t'as une vie quand même, c'est cool. Et je tenais, en vrai, je tenais jusqu'à un moment où bah là, plus d'énergie. Genre batterie faible, plus rien. Hmm. Et là, impossible de bouger. Genre vraiment impossible de bouger, j'étais au taf. Je venais d'arriver. Et du coup, ils m'ont pris un Uber pour rentrer chez moi. Du coup, on peut appeler ça une sorte de burn-out pendant 4 jours, en gros. Impossible de me lever, j'étais cloué au lit, j'avais du mal à parler Wow. aussi. Ils voulaient m'emmener à l'hôpital. Carrément, j'étais non, non, laissez-moi tranquille. Et en gros, bah, en fait, juste, bah, le cerveau était là, mais l'énergie était plus là. Et du coup, Hmm. bah, j'avais besoin de me ressourcer, etc. Et ça m'a beaucoup appris parce que moi, les limites, je les voyais pas. En tout cas, je voulais les dépasser. Mais il y a des Mhm. moments, bah, effectivement, ton corps te rattrape et bah, il faut savoir l'écouter, quoi. Donc aujourd'hui, je fais vraiment ultra, ultra attention à ça. Bien dormir le soir, 7 heures de sommeil, essayer de bien manger. Le sport à fond, bah là, pas trop en ce moment, mais c'est les résolutions de, de 2023 qui vont reprendre le dessus, j'espère. Mais ouais, garder cette hygiène est ultra, ultra importante. Trop cool. Non, ouais, je pense que ça, c'est un point super intéressant et qu'il faut aborder, surtout quand dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, ne pas se brûler et respecter son corps et apprendre à mieux se connaître parce que voilà, pousser les limites, c'est top, mais éclater les limites, bah, on se fait mal. Mmh. Et trop cool. Du coup, ensuite, une fois que cette phase passe, on était aussi à l'école ensemble à Mmh. Madrid. Ouais. À Madrid, puis tu as créé ta première boîte et avant de créer Tailleur et Gross Hiring. Qu'est-ce que tu nous peux nous, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette période, cette première boîte et les enseignements que tu en as tirés? Première boîte, bah, en vrai, c'était trop cool. Trop bonne expérience, je pense, c'est un des meilleurs choix de ma vie parce que, bah, en école, mine de rien, bah, on fait beaucoup de social, il y a beaucoup d'assos et tout. C'est très cool. Mais en termes de concret, bah, franchement, tu appliques pas grand-chose, tu apprends pas grand-chose et ça, c'était vraiment le meilleur moyen, je pense, d'appliquer, bah, ce qu'on apprenait et surtout, bah, sortir un petit peu du cadre, aller chercher de Mmh. l'information et des compétences ailleurs pour essayer de monter son projet. Ce que j'en tire, bah, beaucoup de débrouillardise. Au début, bah, tu te dis: «Trop bien, on va monter une boîte». Mmh. OK, mais c'est quoi, en fait, monter une boîte? Monter une boîte, en fait, il faut faire des statuts juridiques. Ah OK, il Mmh. faut également, tenir une comptabilité. Ah OK, faut trouver des clients, faut délivrer un service, faut dé Mmh. en fait, tu as plein de trucs, tu imagines même pas que ça rentre en compte, en fait, dans cette création de boîte et en fait, ça te tombe un peu dessus, donc tu dois te débrouiller pour au final arriver à ton objectif qui est, bah, être indépendant, avoir son petit truc à soi, tu vois, son bébé. Donc je dirais beaucoup de débrouillardise, beaucoup de relations avec, du coup, mon associé de l'époque qui était Pierre-Louis. Ultra important cette relation, c'était trop cool, on arrivait à bien avancer ensemble, très complémentaires, donc ultra intéressant au début et surtout, bah, on était ultra déter, quoi. Là, on travaillait aussi pas mal le soir, la nuit et cetera, en plus des cours Mmh. et je me suis rendu compte aussi que le temps, bah, mine de rien, on en a beaucoup, surtout quand on est étudiant et on l'investit pas forcément au bon endroit. Je dis pas qu'il faut absolument monter des boîtes et travailler à Mmh. côté, Mmh. mais c'est quand même du temps, moi, que j'avais où j'aurais pu, bah, je sais pas, aller chiller dans un parc, boire des bières, avec les copains et cetera, même si je le faisais. Mais c'est quand même du temps aussi où tu peux, bah, investir sur toi, monter en compétences et je pense que c'est le meilleur moment, en tout cas pour faire un mini projet entrepreneurial, t'investir dans une asso, t'investir dans un truc à côté que l'école. Mmh. Donc voilà un peu ce que je retire au début de l'expérience. Après, bah, faire le choix d'être à 100 dessus, il est ultra risqué, mais pas trop quand tu sors d'études. Parce que mine de rien, bah, tu as quand même les parents qui sont là pour t'aider, t'héberger et cetera. Tu pas trop d'engagement en termes de famille, t'as pas de chien, t'as pas d'enfant, tu pas encore marié, t'as pas de loyer à payer et cetera. Donc c'est moins compliqué. Mmh. Donc plus de prise de risque aussi, facile. Et puis après, bah, effectivement, tu prends de l'avance, ça te responsabilise, ça te crée un réseau, tu rencontres des gens juste géniaux, formidables, qui ont fait des trucs incroyables et bah, en vrai, ça te met encore plus des étoiles dans les yeux, je pense. Mmh. Trop cool. Et non, carrément, et moi je me souviens très bien de cette période, pour les personnes qui nous écoutent, où on était en coloc
et où jusqu'à 2 heures du matin, on préparait un pitch. Je sais pas si tu te souviens de ce pitch pour un projet de cybersécurité? Ouais, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. En gros, bah, du coup, la première boîte que j'ai créée, c'était une agence de market, création de sites web, campagne pub, etc. Et en parallèle, bah, justement, j'étais en stage dans une boîte qui fait bah, du groupage de transport routier. Ouais, c'est pas ultra sexy, mais en gros, c'était une des 10 meilleures startups espagnoles à l'époque, parce que c'était assez révolutionnaire et le but était vraiment de faire de la réduction de CO2, etc. Donc, franchement, le projet était très très cool. Il y avait 180 personnes dans la boîte. Moi, j'étais arrivé, je crois, depuis 2, 3 mois. J'étais un des seuls stagiaires. On était 2 stagiaires, je crois. Et en gros, j'avais un projet bah, justement avec mon associé de l'époque de cybersécurité. On se disait qu'effectivement, bah, c'est un sujet qui est ultra, ultra important aujourd'hui, qui est beaucoup négligé et surtout, il y a peu de personnes dans la boîte qui sont au courant de tout ça. Et en fait, ce sont les premières personnes qui vont mettre en danger l'entreprise potentiellement. En gros, je m'explique, une attaque informatique, bah, elle peut arriver. Il y aura, on va dire, le service IT qui va être là pour défendre tout ça. Mais pour éviter qu'elle arrive, bah, il faut sensibiliser les collaborateurs à pas ouvrir un mail de phishing, à s'assurer qu'ils regardent les bons liens et qu'ils cliquent pas sur un mauvais lien, etc., etc. Et du coup, on s'est dit, bah, en vrai, il faudrait qu'on teste ça et qu'on fasse des simulations d'attaque. Et on avait en tête tout un projet, je sais pas si tu te souviens, qu'on avait déjà monté et tout. Et il Mhm. manquait juste le client, entre guillemets. Mm. Et du coup, bah, j'en avais parlé à mon manager. Et mon manager, il m'a dit, bah, franchement, parle-en au CEO. En vrai, il pourra peut-être te donner un avis déjà sur le projet. Et qui sait, peut-être te donner un contact, etc. Donc, je lui envoie un petit Slack, un petit message, en me disant, bon, j'espère qu'il va me répondre. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. 2 heures après, il me répond. Et il me dit, bah, franchement, ton projet, il a l'air grave cool. Si tu veux, on fait un meeting dans 2, 3 jours, je crois que c'était après ça. Tu me présentes le truc, et puis je te donne un retour. Et du coup, bah là, on a charbonné comme des fous. Moi, je dois faire ma présentation en espagnol. Du coup, on a travaillé jusqu'à 2 heures du mat. Et finalement, j'arrive à la présentation. Je lui explique tout ça. Il me dit, OK, ultra intéressant. Ce que je te propose, on refait le même meeting. Tu détailles ça, ça, ça. Et tu le présentes aussi au CTO et aux autres associés pour qu'on voit, parce qu'en vrai, nous, ça peut nous intéresser. Donc pareil, je repeaufine la presse, pareil, la veille, je me couche à 2, 3 heures du mat en révisant et tout, tous ensemble. Et je leur présente et ils me disent, OK, bah franchement, grave chaud pour avancer ensemble et que tu fasses ton premier essai avec nous, donc moins cher. Donc voilà, j'ai fait une petite offre, etc. Mais du coup, je me suis retrouvé à faire des attaques de phishing à, à toute la boîte dans laquelle je taffais. On était 200 personnes, personne n'était au courant. Donc moi, je voyais les gens qui cliquaient sur les liens, etc., qui disaient ah mais c'est quoi ce lien, etc. Donc en fait, tout le monde communiquait entre eux et moi, j'étais le seul à être au courant. Et au final, on a dû former toutes les équipes en français, anglais, espagnol. Et franchement, c'était une expérience de ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et en plus, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment, ça capture super bien l'esprit d'entrepreneur où en fait tu veux capturer de la valeur. Et là, tu vois qu'il y a un problème et puis tu vas démarcher. Donc là, ton lead, c'était ton CEO. Et au final, bah, après, t'adaptes le produit que tu vas placer et puis tu le définis avec eux et après tu le pousses jusqu'à bah, faire les présentations et avoir les résultats de toute l'étude. Je trouve ça super intéressant. Et ça c'était avant de finir l'école. Et comme tu disais tout à l'heure, un truc qui est super intéressant et que moi j'ai toujours apprécié grandement chez toi, c'est cette force et cette détermination à toujours vouloir créer de la valeur, Mhm. créer quelque chose, apporter de la valeur et cette capacité à monter une équipe, comprendre les problèmes, s'adapter, changer rapidement. Tout ça, c'est des qualités qui, au fil des années, sont super intéressantes et que j'ai pu te voir avec Pierre-Louis implémenter. Et donc, c'était trop cool. T'es adorable. Tu parlais de Tu me fais relations. rougir. Juste, tu parlais de relations entre associés. Et Ouais. juste après cette question-là, promis, on rentre dans les conseils de grosses. Ce sera fini sur toutes ces questions un petit peu. Mais un truc qui me semblait super intéressant, c'était d'avoir ton point de vue sur les relations entre associés. Comment tu construis une relation entre associés? Comment tu la développes? Comment tu la maintiens? Qu'est-ce qui est important de prendre en compte? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'insight sur ce point? Ouais. Pour moi, la relation entre associés, c'est l'un des bah, facteurs de réussite et un des plus gros facteurs d'échec des boîtes aujourd'hui. Parce que bah, si les associés sont pas alignés, si
et sont pas raccords et ont pas la même vision, bah, en fait, c'est tout le bateau qui va à la renverse, quoi, en gros, qui va chavirer. Et en gros, pour moi, la relation entre associés, il faut qu'elle soit déjà ultra complémentaire, déjà en termes de compétences, également ultra alignée en termes de valeurs, et surtout, bah, moi, j'aime bien m'associer avec des personnes avec qui je peux être pote, avec qui je peux sortir tous les soirs, avec qui on peut parler taf comme on peut parler perso. Je pense que après, ça tient qu'à moi, hein. Ça tient qu'à moi. Il y a des associés qui marchent très bien, surtout des grosses boîtes. Ils vont pas se, se prendre des verres tous les soirs, etc. C'est pas forcément le but. Mais nous, en gros, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est vraiment d'avoir ce côté très proche et de monter un projet entre potes. Donc, je pense que cette relation, il faut absolument la préserver. C'est comme un peu comme un couple au final. Un couple, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Hmm. Dans l'entrepreneuriat, c'est encore pire parce qu'il y a que des variations comme ça. Et, euh, et c'est ça qui est beau, mais au final, ça peut avoir des structures qui peuvent être bancales, et il faut faire attention à bien consolider tout ça. Donc, c'est-à-dire, ok, mettre en place des rituels, s'assurer que bah, on fasse bah, des moments où on parle de perso avant de parler pro. Des moments où bah, on se tape un peu sur la gueule pour se dire bah, ce qui va pas, pour pas faire les faux culs, etc. Nanana, mais vraiment se dire droit dans les yeux, bah voilà, il y a ça, j'aime pas trop, avoir un bon feedback et pouvoir l'améliorer pour que la relation elle aille mieux. Ça va être pareil, en fait, tu vois, ce sentiment de reconnaissance, je pense qu'on a tous besoin. Montrer que tu es reconnaissant de ce que fait l'autre aussi, partager, vivre des choses ensemble. Je pense que, voilà, moi, pour moi, cette relation, il faut absolument la préserver Mhm. parce que c'est vraiment bah, la barre de ta boîte, quoi. Hmm. Donc, c'est le gouvernail, et si tu veux aller au bon endroit, et bah, faut y aller avec les bonnes personnes et surtout qu'ils soient alignés à la même vision. Hmm. Ouais, non, carrément. Du coup, ouais, c'est un style de management et en même temps de comment être avec les personnes où vraiment tu peux apprendre sur toi. Et en fait, c'est dans les deux sens. C'est mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi-même, prendre le temps de faire de l'introspection avec ses associés et de voir ce qui va pas chez toi, ce que tu peux améliorer et inversement et mettre des bases saines avant de scaler le projet, etc. Du coup, ça, c'est un conseil que je Ouais, capture ouais, de ce que ouais, tu partages. totalement. Et tu vois, là, si je prends bah, concrètement, tu vois, avec Marilou, Hugo, et du coup, on est associé sur Grossaring, et du coup, avec Paul sur Taillard, bah, à chaque fois, mes relations avec mes associés, c'est vraiment beaucoup bah, effectivement, d'introspection, ce que tu disais, comprendre les autres, parce Hmm, qu'effectivement, on n'a pas les mêmes schémas de pensée, on n'a pas la même sensibilité. hmm, Il y en a, par exemple, bah, je prends l'exemple de Marilou, elle aimait pas du tout le feedback direct. Elle a besoin qu'effectivement on prenne un moment, on se pose et puis là on en parle, et elle a besoin d'un moment feedback, entre guillemets. Moi, à l'inverse, je préférais largement donner des feedbacks pour avancer plus rapidement. Et si moi on me donne pas un feedback directement qui est cash et qui démonte mon idée, si on me fait pas ça, bah moi j'ai l'impression que bah, on m'aide pas, et du coup bah j'aime pas ce genre de feedback. Et du coup bah c'est drôle, au début pendant un mois on se faisait des feedbacks comme ça et du coup ça marchait pas. Et en fait on en a parlé, tu vois, pendant une soirée et tout, et puis là aujourd'hui bah, ça marche très très bien, et puis on sait comment communiquer. trop cool. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'insights dans ça, dans la manière de communiquer, parce qu'au final, toutes ces boîtes, toutes ces idées, etc., c'est vraiment capturer de la valeur. Mais pour faire avancer ça, pour monter les équipes et tout, la communication. Évidemment, comme tu disais, il y a plein de styles. Il y a plein de styles de gens, et c'est pas parce que voilà, on a une communication mauvaise qu'on peut pas monter beaucoup de choses. Quand je dis mauvaise, je me réfère à une communication qui est pas très saine, en mode Mhm. genre fais ça, fais ça, fais ça. Et il y a des gens, ils ont réussi à faire des choses très bien avec ça. Mais c'est vrai qu'un modèle sain, le modèle Mhm. que tu partages, c'est un modèle très sain et qui peut permettre de beaucoup apprendre sur soi et de partager. C'est une autre expérience. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est Ouais. c'est plus sain. Mais dites-nous ce que vous en pensez, vous qui écoutez, parce que c'est que mon point de vue, mais ce serait super intéressant que vous nous partagiez un petit peu ce que vous pensez de toutes ces idées qui sont partagées dans ce podcast. C'est fait pour, c'est le 50e épisode, un épisode particulier. C'est vrai que je le fais pas assez, en plus, je sollicite quasiment personne à mettre des commentaires et tout, liker, commenter, etc. Mais ouais, n'hésitez vraiment pas, nous on est très accessible, donc avec plaisir bah, pour répondre à vos questions ou quoi et avoir votre avis. Et même si vous voulez en savoir plus sur d'autres trucs, n'hésitez vraiment pas, à fond.
Puis comme Alexis l'a dit juste avant, lui, il aime bien les feedbacks directs, les critiques. Alors allez-y, critiquez-le à fond sur Critiquer à LinkedIn. fond. Mais ok, super. Bah, on a fait une super rétrospective de ta vie, en fait, de qui tu es jusqu'à aujourd'hui. Moi, évidemment, tu es beaucoup plus que ça, mais ça donne aussi à moi-même et aux personnes qui écoutent, même si je te connais pas mal, euh, bah, plus d'informations sur qui tu es, sur ta vision, etc. On essaiera de voir un peu plus ta vision pour le futur et ce que tu veux créer un peu plus tard dans l'épisode. Là, c'est le moment de passer sur du gros. On a assez parlé de la vie, il faut parler grosse maintenant. Du coup, avant de te demander un petit peu tout ce que tu as appris, euh, comment t'es arrivé dans le gros? Euh, Bah, en gros, j'ai dû me débrouiller un peu. En gros, c'était quand je devais aller chercher mes premiers clients. Hmm. C'est quand je devais chercher mes premiers clients. Il y avait du coup l'agence qui se créait. Les premiers appels, je me souviens, je les ai sur les pages jaunes. J'étais là à la mano, je contactais les avocats. Ouais. Trop mal ciblé en plus. Je crois qu'on a travaillé avec aucun avocat au final en plus. Mais je me tapais tous les pages jaunes et j'écrivais du coup le script que je devais dire sur le tableau. J'étais dans les salles d'école. Donc je faisais ça et tout. Et c'est la première fois que je faisais ça. Et au final, bah, j'ai l'impression que ça prenait énormément de temps. J'avais peu de Hmm. résultats, ça prenait beaucoup de temps. Et surtout, bah, aller sur les pages jaunes à chaque fois, ma page elle se perdait, etc. Du coup, là, je me suis dit, bah, comment je peux essayer de scraper la data, essayer d'automatiser certaines choses. Donc, c'est en fait en me disant comment je peux être plus efficace dans ce que je fais tous les jours que j'ai un peu découvert le growth, notamment bah, les communautés, Growth Hacking France, les forums aussi qui existent. Et du coup, bah, j'ai vu pas mal de contenu, j'ai pas mal échangé avec des gens. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Mhm. Et après, en fait, de fil en aiguille, plus on avançait dans la boîte, plus je me rendais compte que bah, embaucher, ça prenait aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'était Mhm. compliqué. Mhm. Donc, pareil, qu'il fallait que je démultiplie un peu ma puissance de frappe avec bah, de l'automatisation, avec des messages automatisés sur LinkedIn, des mails aussi automatisés, sans perdre en qualité de personnalisation, etc. Donc, il fallait quand même avoir une bonne approche, même si à Mhm. l'époque, bah, ça marchait très très bien. À l'époque, il n'y avait pas besoin de autant personnaliser, faire autant d'efforts. Aujourd'hui, on est dans une autre démarche, mais si on en parlera après. Mais du coup, voilà un peu moi comment je suis tombé dedans. Hmm. Ok, trop cool. Et ben justement, pour parler grosse avec toi, j'ai préparé plusieurs thématiques en Ok. étudiant les 50 épisodes qui ont été faits et tous les invités qui sont venus. Alors vous inquiétez pas, je vous rassure, j'ai pas écouté les 50 épisodes d'affilée. Il m'en manque quelques-uns évidemment, mais je vous recommande de tous les écouter si vous voulez vraiment vous dédier aux grosses parce que c'est un maximum d'insight et en plus en un très peu de temps. Ça va à l'essentiel. N'hésitez pas à regarder la newsletter aussi. Parce que la Ouais, c'est vrai. newsletter, elle met plein de bullet points et elle décortique vraiment chaque épisode et les leviers qui peuvent être appliqués. Donc tu suis un peu la newsletter. Moi, je suis la newsletter, carrément, mec, le gros. Mais du coup, par rapport à ces sujets de grosses sur lesquels j'aimerais te poser des questions, j'aimerais savoir comment toi tu t'organises. Je sais que tu as une organisation qui est très carrée. Euh, Après, créer une communauté, du création de contenu, chercher Ok. des leads, tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder là dans les minutes qui suivent. Mais premièrement, Alexis, comment tu t'organises en tant qu'entrepreneur grosse? Comment je m'organise? J'ai galéré à trouver une bonne orga. En vrai, souvent ça se fait un peu, si tu veux, ça se fait un peu sur le tas. Je sais qu'avant, j'étais pas du tout organisé et j'avais beaucoup plus cette mentalité de il faut travailler comme un malade, faire Mhm. des heures de taré pour avoir des résultats. Mm. Donc j'avais vraiment ce mindset, plus tu travailles, plus ça marche, mais sans avoir ce côté effectivement productivité et efficience, en gros. Mhm. Mhm. Et après, j'ai capté que bah effectivement travailler 15 heures dans une journée, bah ça sert à rien parce que les 2 dernières heures, t'es fatigué, tu moins productif, t'as moins de jus de cerveau. Et du coup, bah comment t'arrives à bien cadrer ta journée en fonction de comment tu es aussi, tu vois, à ces phases de la journée. Parce qu'il y a Mhm. certaines phases où je suis plus productif que d'autres. Et du coup, moi, je cale ma journée bah, concrètement sur mon agenda. Mon agenda, c'est un peu ma bible. Donc, je vais dessus. J'ai ma to-do list que j'ai faite sur un Notion. Donc, je fais une to-do list sur un Notion. Souvent, c'est le week-end pour la Mhm. semaine.
Donc je sais ce que j'ai à faire, je vais caler du coup des slots, donc des créneaux dans mon agenda qui correspondent du coup aux tâches de ma to-do list pour faire vivre en fait cette to-do list parce que si on l'active pas, bah, au final on repousse, on se sent un peu frustré et cetera. Là, je dédie vraiment du temps à ces tâches et j'essaie de les estimer, bah, au mieux, mais souvent de temps en temps ça déborde, de temps en temps, je le fais plus rapidement. Après j'adapte. Mhm. Donc le matin, je me réveille, bah, je vais faire un peu de méditation, j'utilise la technique un peu Wim Hof, donc ça, c'est des trucs de Mhm. respiration que j'aime plutôt bien. C'est cool. Normalement, je fais du sport. Là, en ce moment, ça marche pas du tout, mais globalement, ça devrait être du sport. Et après, petit thé. Moi, je suis plutôt un fanat du thé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent du café. Moi, c'est plus le petit thé du matin qui passe bien. Et après, bah, je commence à regarder ma to-do list. Là, ce qu'on fait un peu en ce moment chez Gross Hiring, c'est qu'on va faire un petit texte en disant comment je gagne ma journée. Donc, je mets toutes les actions que je dois faire aujourd'hui et comment je vais réussir à la gagner. Donc, avoir un peu ce mindset guerrier, si tu veux, un peu en mode ah bah voilà, ça c'est mon objectif, je l'ai posé à plat, je l'ai partagé à tout le monde. Let's go maintenant, et j'y vais. Et après, bah, j'enchaîne ma to-do list avec mes créneaux, etc. Donc, voilà un peu comment je fais. J'essaye effectivement de pas trop travailler, d'avoir quand même des temps de pause. Hem, les tâches les plus importantes, je les mets le matin. Mhm. Les plus grosses, les plus chiantes, souvent on dit «Avaler le crapaud», c'est un livre, qui est assez cool que je recommande. C'est avaler la tâche qui est la plus horrible et qui prend beaucoup d'énergie. Dès que vous l'avez faite le matin, moi j'ai l'impression, tu vois, ma matinée, dès que je l'ai finie, j'ai l'impression d'avoir gagné déjà toute ma journée. Mhm. Et l'après-midi, bah, c'est essentiellement des rendez-vous, des meetings. Là, je suis plus en phase de digestion, donc j'aime bien, voilà, tu vois, parler, échanger, ça c'est pas un problème. Et après, fin de journée, tu vois, ça va être des trucs, bon, en vrai, c'est les tâches du soir, tu vois? Les mails, par exemple, je les lis, 2 fois dans la journée. J'essaie de pas les lire à d'autres moments. Pareil pour LinkedIn. Mhm. Voilà un peu. Ok. Trop cool, trop cool. Et au niveau outils, dans ton organisation, est-ce que tu peux dire un peu les outils principaux que tu utilises au quotidien? Ouais, les outils. Enfin, surtout l'organisation, après, on pourra peut-être revenir sur Ouais, d'autres ouais, à outils, fond. mais... Bah, de toute façon, dans les outils, moi, j'adore les outils et Ah mince. j'adore les outils, bah, j'adore ça, j'adore regarder nos outils et cetera. Ça, c'est Mhm. un peu mon petit kiff. Mhm. Mais au quotidien, je me rends compte que j'utilise vraiment très peu d'outils. Donc c'est-à-dire que j'utilise vraiment le minimum parce que trop d'outils au final, bah, si t'en sers pas bien, ça tue un peu l'outil et en fait tu deviens bah, moins efficace. Du coup, en gros, j'ai Google Mhm. Agenda, j'ai Notion pour tout ce qui va être documentation interne, to-do list, etc. Je vais avoir Slack pour tout ce qui va être communication et communauté. Mhm. Je vais avoir LinkedIn pour les messages, les réseaux, etc. Je vais avoir Pipedrive pour mon CRM, Ok. pour organiser aussi mes relances, mes tâches, etc. Et le dernier, c'est Ringover que j'utilise pour ma téléphonie, pour avoir un numéro pro et pouvoir appeler. Ok. Ok, trop cool. Et Trello, tu utilises Trello, toi? Trello, non, j'utilise pas Trello, j'avais testé. Moi, ce qu'il y a sur Trello, en fait, j'ai l'impression que je le retrouve sur Notion. Donc, tu Mhm. vois, le système de Kanban, de Ouais, cartes que tu déplaces, c'est vrai. etc. Et j'ai l'impression que sur Notion, il y a plus de possibilités en termes de documentation que Mhm. je n'ai pas sur Trello. Donc, Mm. sur Trello, j'ai l'impression c'est compliqué de retrouver l'information, alors que Notion, il y a une énorme simplicité là-dessus, et c'est là où je trouve qu'ils sont vraiment ultra, ultra puissants. Trop cool. Trop cool. Ok, super. Du coup, on en sait plus sur ton organisation et tes outils. Un deuxième sujet gros que j'aimerais aborder avec toi, c'est la création d'une communauté. Donc peut-être que tu peux un peu plus parler de Gross Hiring pour les personnes qui ne sont pas encore familiers avec ce que tu fais aujourd'hui et Gross Hiring, et puis comment créer une communauté. Ouais, bah, avec plaisir. Gross Hiring, en gros, on l'a créé du coup avec Marilo et Hugo, Mhm. dans l'objectif, en gros, de former les recruteurs à toutes les techniques de growth et notamment, bah, pareil, atteindre leurs objectifs, surtout bah, les aider dans leur taf, parce que pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, bien outillés, avoir les bonnes méthodes, et également faire le parallèle que les recruteurs n'ont pas forcément en tête de faire naturellement avec bah, le marketing, le sales, le produit, le growth, etc. Du coup, en partant de cette idée, on s'est dit, OK, il faut qu'on teste notre marché. Pour tester notre marché, l'idée, ça va être de parler avec un maximum de monde,
pour confronter nos idées, pour comprendre les problématiques, comprendre les enjeux. Et ça, je recommande vraiment à toute personne qui monte une boîte de bien le faire. Parce que, imaginons que vous avez un projet, vous avez une idée et que vous le confrontez pas au marché, vous n'avez pas des insights vraiment qualitatifs au lieu de quantitatifs, parce que quantitatif, c'est cool d'avoir un nombre de personnes qui vont aller sur son site internet, nombre de personnes qui vont remplir un formulaire, etc. Donc ça, c'est top. Mhm. Mais qualitatif, d'avoir vraiment le point de vue de l'acheteur, point de vue du potentiel client, etc. Du coup, on a créé une communauté. Comment ça s'est fait? On a créé, déjà, on doit déterminer un support. Quel est le meilleur outil pour ça? Donc nous, on utilisait déjà Slack. On Mm. savait qu'il y avait Discord, WhatsApp, LinkedIn. On peut créer des groupes, des communautés, etc. Mais qui était moins familier pour nous. Et on se disait aussi que pour le recruteur en général, pour l'utilisateur final, mais il sera moins familier avec Discord. Ce qui est peut-être un préjugé, je pense, de nous à l'époque. Peut-être qu'il se tient au jeu, il se tient quand même, mais au final, je pense que Slack quand même restait la meilleure option pour nous. Mhm. Une fois qu'on a le support, on va essayer de comprendre le why de cette communauté, pourquoi on la crée, qu'est-ce qu'on va véhiculer comme message, pourquoi les recruteurs doivent la rejoindre, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'ils vont en tirer, tu vois, c'est quoi ces avantages. Donc on a listé ça, ça va être rencontrer de nouvelles personnes, avoir des nouveaux outils, avoir des nouvelles méthodes. Toutes ces choses-là, il faut bien les lister parce qu'en fait, si on n'a pas ce why-là, au final, le message, il est un peu bancal et puis, du coup, l'engagement se perd un peu. Mm. Troisième truc, du coup, ça va être de contacter les gens. Contacter les gens, donc bien déterminer sa cible. Donc on a fait des recherches sur LinkedIn, Sales Mhm. Navigator, on a utilisé les booléens, les filtres. On a une liste de recruteurs qui pouvaient être pertinents. Mhm. On les a contactés avec des messages automatisés en leur disant, voilà, on essaye déjà de co-construire une communauté avec des recruteurs, avoir des insights, etc. Et voici les Mhm. bénéfices que tu peux en tirer. Et on a fait ça avec, je crois, 4-5 profils LinkedIn. Et je pense en un mois et demi, 2 mois, on a réussi à acquérir à peu près 1700 personnes qui sont rentrées dans la communauté. Donc c'était assez ouf, il y avait une énorme traction. Et après, du coup, le gros enjeu, ça va être l'engagement. Donc ça, je crois, c'est le point numéro 4. Si je suis les numéros que j'ai dit, je me souviens plus où j'en étais. Il me Mais du semble. coup, ça va être le quatrième. Engager la communauté, comment tu fais en sorte de faire vivre une bonne expérience Ouais. à ces personnes qui arrivent? Comment tu vas leur dire de partager du contenu? Comment tu vas essayer de leur dire qu'ils peuvent poster? Parce qu'effectivement, quand tu arrives dans une communauté, il y a 1700 personnes, tu pas forcément envie de poster comme ça. Donc Mhm. comment les rendre actifs plutôt que passifs? Et donc là, en gros, on a mis en place 2 choses. La première, ça va être des squads, donc des groupes privés où on va, si tu veux, on va intégrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Mhm. Donc, par exemple, des recruteurs indépendants, on va les mettre tous ensemble. Des recruteurs IT, on va les mettre tous ensemble, etc., Mm. etc. Ce qui Mhm. fait qu'ils ont beaucoup plus d'affinité avec ces personnes-là et ils se retrouvent pas à poster devant 1700 personnes, mais un groupe de 20 personnes qui a du sens et surtout avec qui il peut échanger. Mm. Donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'était la veille. En gros, on a créé des canaux spéciaux pour faire de la veille sur Mhm. le monde du recrutement. Donc c'est des canaux sur lesquels, pareil, tout le monde peut échanger et apporter de la valeur pour qu'on ait une veille commune et collective sur le sujet. Et donc ça a été un peu game changer. C'est ce qu'on essaie de mettre en place encore, hein, donc on est encore là-dedans. Mais c'est un vrai sujet. Ça, je pense que le plus dur dans la création d'une communauté, c'est l'engagement. Comment tu vas faire en sorte que les personnes soient aussi engagées que toi là-dedans. Mm. Mm. C'est super intéressant. Il y a un maximum d'insight dans ce que tu partages et j'espère que pour les personnes qui vous écoutent, vous avez, comme moi, pris des notes pour monter parce qu'au final, dans n'importe quel parcours entrepreneurial, quand on a une idée, il va falloir avoir ça. Il va falloir avoir ce retour des utilisateurs et à chaque fois qu'on fait un nouveau truc, à chaque fois qu'on veut implémenter un nouvel un- proposer une nouvelle chose, on va devoir tester ça, avoir des retours, etc. Et justement, cet engagement de la communauté via les différents leviers que tu viens de partager, c'est fondamental. Moi, je suis plus côté IT. C'était super intéressant ce que tu disais sur faire un clustering de ta Mhm. communauté.
pour pouvoir justement faire des plus petits groupes qui se sentent plus à l'aise, qui s'identifient mieux, etc. C'était méga intéressant ça aussi. Du coup, je pensais que tu allais rajouter quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait ces petites pauses. Non, en Euh, soi, non. Bah, en soi, si je dois rajouter un dernier truc, la régularité, je pense que c'est le dernier truc. C'est hmm, qu'effectivement, quand on crée une communauté, souvent on se dit, ah bah c'est bon, c'est fait, elle va s'auto-alimenter toute seule, etc. Et ça mhm, va être magique. mhm. Pas du tout. Moi, je pensais ça aussi. Et ben non, tu galères. C'est-à-dire qu'il bah, il faut l'alimenter, il faut créer des rituels, il faut poser du contenu, etc. Et Hmm, en vrai, c'est un vrai kiff de le faire aujourd'hui. Mais au début, c'était un peu. Bah, je me demandais, oh, en fait, ça va être un peu compliqué, etc. Mais au mhm. final, quand tu prends le rythme et que tu as la régularité et que tu as une bonne strat, et ben en vrai, ça déroule tout seul. Trop cool. Et en plus, c'est justement mon prochain point sur lequel j'ai envie de te poser une question, Mhm. c'est la création de contenu. Donc bah voilà, là, t'as ta communauté, tu as tes 1700 utilisateurs, t'as fait un clustering, tu les as mis dans des plus petits groupes. Mais la création de contenu, que ce soit pour ta communauté ou en général, comment toi tu approches ce sujet? Ouais, la création de contenu, je crois que j'ai commencé. Ça va passer essentiellement, je crois que j'ai commencé sur LinkedIn. Il y a, je pense, ça fait 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Création de contenu, comment ça se passe? Déjà, je pense que le plus gros frein, ça va être les barrières mentales. Ça va être bah, avoir peur du jugement des autres, ne pas être aligné aussi avec soi-même, ne pas définir bien son objectif et du coup d'être un peu perdu. Hmm, Toutes ces choses-là, je pense qu'il faut les poser à plat. Elles sont vraiment ultra compliquées et même aujourd'hui, je les pose encore à plat. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument rechallenger tout le temps. Donc je pense que c'est le premier truc qu'il faudrait vraiment bah, essayer d'enlever. Et ça le fait, en fait, il faut passer à l'action. Pour moi, la solution, c'est vraiment essayer de passer à l'action au maximum. Parce que bah voilà, c'est fait, et puis hop, on passe à la prochaine action. mhm, Moi, c'est ça. Après, je pense que ce serait, deuxième truc, serait créer une stratégie. Dans ta stratégie, tu vas définir tes thématiques. Quelles sont les thématiques que tu vas aborder? Quelles sont les personnes que tu as ciblées? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Quelle est la fréquence de posts ou de contenu que tu veux faire? Donc déjà montrer en termes visibles, mais également toi en produire. Parce mhm, qu'effectivement, publier quelque chose, ça prend 2 minutes. Le produire, bah, ça prend un peu plus de temps. Et donc voilà, faut être aussi aligné avec ça sur combien de temps tu peux dédier à ta création de contenu. mhm, Troisième truc pour ceux qui nous écoutent, je dirais c'est de définir aussi le support. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quel est le bon format? Est-ce que c'est effectivement créer un podcast? J'aime bien l'audio, j'aime bien parler, j'ai envie de me challenger là-dessus. De base, j'étais pas très bon, à l'oral. Voilà, c'était un petit challenge que je voulais me faire. OK, let's go, mais il faut que ce soit un format qui me convienne et je me dis: «OK, je signe ça pour 1 an», quoi. mhm, Parce que faire un podcast où tu fais 2 épisodes, puis après tu dis: «Ah bah, finalement, en fait, j'aime pas trop parler» et cetera, bah, ça marche pas. mhm, La vidéo, pareil, est-ce que tu es à l'aise à te mettre en public, à montrer ton image? Ça, pareil, c'est une chose, je pense qu'il faut bien choisir ce format-là et se dire que c'est un format long terme et qu'on s'engage dedans. Après, ça va être, je pense, la création. Donc, la création, c'est, dédier des temps, donc, se poser. Moi, je me pose, avant, je faisais pas mal, tu vois, le matin sur la création de contenu sur LinkedIn. Je mhm, mettais un créneau, tu vois, de 30 minutes, j'écrivais un post et ça me faisait mes posts de la semaine prochaine. mhm, J'avais une semaine d'avance et cetera. Au final, j'ai l'impression que je perds plus de temps à faire ça, tu vois, à me remettre dans le mood créatif, à devoir être créatif tous les jours, avoir de l'inspiration et au final, bah, ça vient pas comme ça. Et du coup, soit je réserve des créneaux, où j'ai des gros créneaux, tu vois, de 2 3 heures, où je me dis: «Bah, là, j'écris tous mes posts», ou également, je prévois rien et quand j'ai, je sais pas, un moment dans les transports ou le week-end ou ce genre de truc, où je suis un peu plus posé, bah, là, je prends mes notes sur mon téléphone ou mon Notion sur mon téléphone et je crée mon contenu comme ça. mhm, Donc faut pas le forcer, faut aussi se comprendre, pareil. Ça se mhm, trouve, il y a des périodes où tu vas être créatif tous les jours, il y a d'autres périodes où je passe un peu plus le rush, donc tu as besoin vraiment de te poser. Donc, je pense que c'est ça et puis après analyser. Donc analyser ce que font les autres, quel est le contenu qui t'inspire, quelle est l'image aussi que tu veux véhiculer à travers ce contenu mhm, et analyser aussi ses performances.
comment mon contenu performe, est-ce que j'ai des bons résultats, est-ce que j'ai un bon trafic, je sais pas, sur mon article de blog, est-ce que j'ai Mmh. beaucoup de vues sur ma vidéo, sur mon podcast, quels sont les retours. Et pareil, faire de l'introspection au maximum pour essayer d'améliorer à chaque fois son contenu, pour avoir un truc un peu waouh qui sort du lot et qui se démarque de la concu. Trop cool. Un maximum de conseils actionnables. J'essaye au Heu, maximum. Moi, c'est un peu le drapeau que je lève très haut et fort. C'est comment mmh on peut actionner tout ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on dit, parce que mh. souvent, ça se perd un peu dans la nature. Donc, Mmh. j'espère que vous prenez des notes ou que vous avez une bonne mémoire. Mais voilà, retenez les choses et de toute façon, je pense qu'on fera un petit débrief, pareil, à l'écrit, en description. Trop cool, trop cool. Et je pense que dernier point de grosse, avant de parler un petit peu 2023, le futur du podcast, ton futur à toi. Le dernier point, je pense qu'il va en intéresser plus d'un, c'est comment aller chercher des leads. Et te connaissant, je sais que je me permettrai pas de dire que c'est le sujet dans lequel tu es le plus expert, mais je pense que c'est un des sujets que tu as master le plus. Corrige-moi si je me trompe, mais du coup, comment tu vas chercher des leads et est-ce que tu peux donner des conseils de grosses sur la partie acquisition de nouveaux clients? Ouais, avec, grand plaisir. Effectivement, c'est le sujet que j'ai le plus, où j'ai plus approfondi entre guillemets et puis que j'aime aussi beaucoup. Aujourd'hui, avant plutôt, à l'époque, quand j'avais créé mon agence, donc c'était à peu près il y a 4 ans, Mhm, trouver des leads, ce qui marchait très bien sur la partie growth, c'était de l'automatisation, LinkedIn, mail, message peu personnalisé, peut-être avec une image et cetera et mhm, qu'on envoie en masse à plein de gens et on sait que dans le lot, on aura je sais pas 10 15 qui vont nous répondre et ça nous va très bien. Tout le monde l'a fait du coup, parce que ça marchait mhm, et au final, on s'est retrouvé avec un marché, qui en a marre d'être prospecté comme ça, qui en a marre aussi un peu de l'automatisation, qui mhm, a besoin de personnalisation et qu'on s'intéresse vraiment à son entreprise et à ce qu'ils font parce que le nombre de fois où ça arrive, on contacte la mauvaise personne. Moi, je parle de outbound pas mal là, mais quand on va aller chercher vraiment, du prospect. Mais du coup, ils en ont marre qu'on tombe à côté de la plaque, mhm. qu'on leur dise: «Bah, voilà, moi je sais pas, je fais des sites internet et cetera, est-ce que ça t'intéresse?» alors que le mec, je sais pas, il est plombier quoi, il est indépendant, il a pas du tout besoin de ça. Donc vraiment s'intéresser à ce persona-là et aux entreprises. Du coup, aujourd'hui, moi, ce que je vois et ce que je conseillerais de faire, c'est bien déterminer l'entreprise qu'on a envie de cibler. Quelles est en fait les entreprises avec qui vous voulez vraiment travailler. Vous vous Mmh. dites: «Bah, cette boîte, normalement, elle devrait être dans mon portfolio, elle devrait être dans mes clients, dans mes recommandations. Donc je veux vraiment travailler avec cette boîte et elle a un besoin». J'essaye aussi au maximum, tu vois, de trouver des signaux. Par exemple, je vais aller regarder toutes les entreprises qui ont des besoins de recrutement, qui ont, je sais pas, 50, offres de postes qui sont en cours et Mmh. du coup qui galèrent à recruter. Donc là, tu arrives au bon moment. Tu réponds à une vraie problématique. Une fois que tu définis ça, ça va être de définir les décisionnaires, ceux qui t'intéressent. Est-ce que ça va être, le CEO? Est-ce que ça va être, la personne qui tient le budget et cetera? Donc bien déterminer ça. Donc ça se fait souvent avec des entretiens, avec, des échanges avec des personnes, par exemple, de la communauté et cetera. Donc Mmh. voilà, essayez de vous renseigner au maximum sur votre marché et une fois qu'on a ça, on va essayer de personnaliser au maximum le message. Moi, il y a un peu 3 niveaux d'automatisation slash personnalisation que je fais OK. en fonction de mes tiers de personnes. Donc c'est-à-dire, je m'explique, sur mes 100 comptes. Donc j'ai 100 comptes, donc 100 entreprises, j'ai, on va dire 100 CEO, j'ai, par exemple, 100 est-ce que tu m'entends toujours ou pas? Moi, je t'entends bien. Ah trop, parce que tu avais la tête Super figée. concentré, parce qu'on est en vidéo et du Ultra, coup, je suis super concentré et tout et du coup, ultra je focus, bougeais il plus. bougeait vraiment plus du tout. Du coup, en gros, j'ai mon premier tiers, du coup, qui sont les CEO, 100 CEO. Ensuite, 2e, je vais dire n'importe quoi, je vais avoir les DRH, on va dire 200 DRH et Mmh ensuite mh. les recruteurs, je vais avoir 500 recruteurs. Mmh. Ces personnes, j'ai vraiment envie de les contacter, ça m'intéresse vraiment et je veux les aider. Donc ça, je suis vraiment convaincu et si je le suis pas convaincu,
et ben, je les enlève de ma liste. Ensuite, du coup, les CEO, c'est une cible qui est ultra, ultra importante pour nous. On va l'appeler tier 1, Mhm. parce que souvent, ça va être le décisionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tout simplement personnaliser au maximum, limite mettre peu d'automatisation, voire pas du tout, on peut y aller à la main, et envoyer des messages, envoyer le fait qu'on s'est renseigné sur la boîte, envoyer des vidéos aussi personnalisées, des informations en plus que tu trouves sur LinkedIn et que tu mets aussi dans ton boarding, et pareil que tu envoies du coup de manière soit semi-automatisée, soit à la mano totalement. Deuxième tiers, du coup, par exemple, les DRH, on en a 200. Donc là, on va pareil faire plutôt de la semi-automatisation. Donc on va automatiser et personnaliser, mais on va faire un peu moins à la mano. Et Mhm. en gros, le dernier tiers, là, on peut full automatiser, entre guillemets. Souvent, les recruteurs, on va leur proposer d'aller dans la communauté avec un message automatisé. Donc Ok. voilà comment je ferais aujourd'hui. Je pense que la démarche, c'est vraiment être ultra sincère, être aligné là-dessus, s'intéresser vraiment aux personnes. Nous, on prend vraiment ça à cœur parce que notre but, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, si on fait pas ce travail en amont et qu'on s'assure pas d'avoir les bons contacts, Mhm. et en gros, ça marche un peu moins. Et dernier truc que je vois aussi, c'est, j'en ai parlé avec Fatih sur un épisode qu'on a fait il y a pas longtemps. Ok. C'est la demande gène. C'est un concept que je connaissais pas plus que ça, en fait que je faisais naturellement, mais sans m'en rendre compte. Mhm. On a posé un peu des mots sur ce qu'on fait. Et typiquement, ça va être la création de contenu, ça va être la création de communauté, ça va être tout ce branding en fait que tu crées Mhm. pour que les gens ils étaient en top of mind. Donc Ok. vraiment, ils pensent à quand ils ont une problématique, ils disent ah si je cherche une boîte, c'est Gross Hiring. Et en gros, ce qui fait que tu arrives beaucoup moins dans une démarche commerciale. Mhm. Tu crées du contenu à fond et en fait dans le processus d'achat de la personne, 80% de ton process, elle va s'être déjà renseignée sur toi, elle va regarder tes offres, elle va regarder ce que tu as fait, etc., tes livres blancs. Et le 20% que tu passes avec elle, en fait, tu confirmes juste sa prise d'achat. Mhm. Parce qu'avant, on se disait, OK, je vais être pushy, je vais lui proposer mes services, etc. Non, aujourd'hui, en fait, les gens, ils se renseignent eux-mêmes. L'accès à l'information, elle est incroyable. Et ils ont plus besoin, en fait, qu'il y a un sales qui leur dit, par exemple, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y en a, ils veulent passer juste à l'achat directement ou peut-être avoir un dernier, juste un point avec les CEO, avec les fondateurs pour comprendre mieux, etc., avant de passer à l'achat. Et donc ça, Mhm. c'est une mentalité qui est totalement nouvelle, qui est beaucoup plus dans la création de contenu, communauté, des choses qui sont très peu palpables. Tu vois, on se dit, ça a généré combien de rendez-vous, ça, on ne sait pas, tu vois. Mais nous, on croit dur comme fer que c'est ce branding-là qui fait notre force Mhm. et qui va justement générer du business. Ok. Un maximum de conseils actionnables. N'hésitez pas encore une fois à nous redire. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois avant, mais vos méthodes, est-ce que vous faites les choses différemment? Surtout que le gros, c'est une communauté assez niche. Du coup, si on peut tous partager et apprendre un peu plus tous ensemble, ce serait top. Moi, à titre personnel, j'ai fini avec mes questions grosses. Peut-être que vous avez d'autres questions, mais du coup, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais du coup, j'aimerais voir quelques points avec toi, justement sur cette année cette année de podcast. Pardon. Mhm. Une année de podcast, c'est quand même de la discipline, beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui sont experts en gros avec qui tu as pu échanger. Quels sont tes enseignements et quelle est ta vision pour 2023 sur le podcast? Ouais, surtout tu commences à le vivre du coup, vu que tu as lancé le tien. Tu Mhm. vois, ça demande quand même pas mal de travail. Ouais. Moi, je l'ai fait vraiment par kiff, en me disant, voilà, j'ai envie de faire ma veille, entre guillemets, sur le growth, rencontrer aussi des gens qui sont chauds dans ce qu'ils font, et créer des bonnes relations, monter en compétences, et surtout créer un asset qui est cool et peut-être capitaliser dessus par la suite. Mhm. Donc, cette année de podcast, ça a été enseignement, c'était essentiellement effectivement la rigueur. Il faut sortir un épisode par semaine. Donc, quoi qu'il arrive, tu sors ton épisode. Il n'y a pas Mhm. d'excuses, il n'y a rien. Tu vois, tu te mets ton rythme et ta fréquence. Moi, j'avais pris 2 mois d'avance avant de lancer mon podcast. Donc, j'avais 8 épisodes de près. Et je pense que sans ça, effectivement, au début, tu galères par contre. Tu galères de ouf. Faut trouver aussi les bons invités, Mhm. trouver les problématiques qui t'intéressent, où tu te dis, voilà, il y a un sujet, et après trouver la bonne personne.
Donc ça, c'est pas forcément facile. Ça demande pas mal de prise de contact avec pas mal de gens. Mmh. Et ça, c'est quand même assez cool parce que, comme je disais, tu parles avec des gens qui sont trop sympas, qui sont vraiment dans la même démarche d'apport de valeur au maximum. Et ça, c'est trop cool de nouer des relations. Franchement, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est des potes, tu vois, qui sont passés sur le podcast. Donc, franchement, c'est trop, trop lourd. Moi, je pense aussi, ça m'a appris à être plus aligné aussi avec moi-même. Mmh. Expression orale, j'essaie de c'est pas encore ça, hein. Il reste encore un peu de travail, mais du coup, j'essaie de la travailler au maximum. C'est un truc que Mmh. j'aurais vraiment envie de master, tu vois? La prise de parole en public ou ce genre de choses. Et en vrai, le podcast, c'est un bon levier. Et franchement, trop content, que, il y ait des gens qui suivent, les personnes qui nous écoutent, merci déjà, parce que franchement, ça fait 1 an que vous écoutez ça, ou même si vous arrivez en cours de route, vous avez tout le contenu, que vous avez là. Donc franchement, merci beaucoup parce que c'est ce qui me pousse aussi à continuer ce que je fais. S'il y a personne qui écoute, peut-être que je le ferai quand même, mais ça a beaucoup moins de il y a beaucoup de moins de motivation et moins de kiff. Mon but, c'est essayer de prôner ça haut et fort à plein de gens et qu'ils puissent l'implémenter. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager, en gros. Et non, en vrai, voilà, trop, trop kiffant. Et puis là, du coup, j'ai hâte d'entamer 2023. Avec le podcast, ça va être un nouveau Mmh. tournant. Là, je vais essayer de me dédier un jour à peu près par semaine vraiment au OK. podcast. Mmh. Surtout parce que je fais pas mal de création. Donc, la création de Mmh. contenu, là, ce qu'on est en train de faire, c'est à peu près 80% de mon temps sur le podcast et 20%, c'est un peu la distribution. Donc, Mmh. newsletter et LinkedIn. J'aimerais inverser la tendance et faire 20% de création de contenu en gardant le contenu qu'on a Mmh. et 80% en diffusion, donc être plus actif sur les réseaux, recycler le contenu, peut-être tu vois, mettre des vidéos et faire vraiment une chaîne YouTube. Donc voilà, il y a plein de projets qui vont être trop, trop cool à faire. Je vais essayer de faire venir aussi, du coup, les gens l'ont en live là, mais c'est vrai que je l'avais pas encore écrit ou mis vraiment dans ma strat, mais je sais que je vais le faire. C'est de faire monter aussi, des personnes qui nous écoutent, aussi en live, voilà, sur des épisodes, pour qu'ils Mmh. puissent poser leurs questions, pour que, on donne la parole aussi à ceux qui sont, pas que ce soit trop ascendant, mais qu'on donne la parole aussi à ceux qui ont les problématiques. Mmh. Et aussi, sûrement un sponsor qui va arriver en 2023 pour essayer de rémunérer tout ça parce que du coup, on va être, là, je serai en mode full entrepreneuriat. Donc, faut malheureusement aussi quand même, un peu vivre et se rémunérer. Mais du coup, un partenaire, ultra aligné avec mes valeurs, que je trouve dur comme fer en ce qu'il fait et que j'ai envie de le recommander, ça, c'est ultra important pour moi. Et du coup, voilà un peu toutes les perspectives et toujours faire croître, on va dire faire fois 10 en nombre d'écoutes. Ce serait incroyable. Ce serait top et moi je souhaite le meilleur pour le podcast. Je le suis, c'est vrai que moi mon sujet de prédilection, c'est l'intelligence artificielle. Je suis ça de près. Mais tous les conseils de Grosse, à chaque fois, je prends le temps de suivre ta newsletter et d'écouter des épisodes parce qu'ils apportent un maximum de valeur, que ce soit quelqu'un qui soit plus tech, qui veut monter des produits de data, etc. Mmh. Toute cette partie grosse, cette partie aller chercher des leads, etc., au final, c'est au cœur de monter quelque chose, d'échanger, etc. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi sur cet épisode pour venir te voir. J'ai une dernière question, la dernière question. Allez là, dis-moi. Mais je te remercie du coup d'avoir pensé à moi sur cet épisode pour te faire ce petit entretien. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, vous aimez ce format. Et voici ma dernière question. On a vu un petit peu tes objectifs, enfin le passé, aujourd'hui ce que tu fais, ta vision du podcast pour le futur. J'aimerais terminer cet épisode avec ta vision de 2023, plus à titre personnel, sur tes projets, sur ce que tu veux accomplir, etc. Du coup, voilà, j'aimerais terminer un peu cet épisode sur ça, en te remerciant de m'avoir invité et d'avoir hosté cet épisode d'une certaine manière. Carrément, t'es devenu l'host là. T'as pris ma place. T'as pris la Brilliant. chaise. Ouais, du coup, à titre perso, je pense que c'est de prendre un peu plus de temps, pour moi, être focus sur un projet ou 2 projets. Malheureusement, j'arrive jamais à être focus seulement sur un projet, mais réduire au maximum tous les projets pour être vraiment focus sur ceux qui, selon moi, me rendront le plus heureux et auront le plus d'impact. Ça va être, kiffer avec mes associés, kiffer avec ma team, gros hiring. Là, par exemple, tu vois, on a prévu de partir, 1 mois au Brésil. Tu vois, on va travailler ensemble à l'étranger, ça va être Incroyable. incroyable. Wow. Tu vas vivre, tester et goûter un peu cette vie-là. Ouais.
Digital nomade. C'est ça, digital nomade, travailler en étant à Paris, tu vois, 2 mois à Paris parce que c'est important. Moi, j'aime bien voir les clients, j'aime bien voir les gens. C'est quand même trop cool. Mais d'avoir aussi ce luxe de pouvoir voyager un petit peu à droite à gauche. Et je pense que ça va être essayer de me remettre au sport à fond. En gros, objectif triathlon et objectif aussi Mont Blanc, Ok. monter le Mont Blanc. Wow. Ouais, de ouf. Ça serait un grand kiff. Et passer un maximum de temps avec mes potes, mes proches, tu vois, vraiment kiffer la vie, tu vois, et me recentrer un peu sur l'essentiel et le réel, tout Mhm. en travaillant, en étant heureux, tu vois, avec des gens avec qui j'aime taffer. Incroyable. Eh ben, je te souhaite une super année 2023. Peut-être pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont jusqu'ici dans le podcast, comment ils peuvent te contacter, te poser des questions, en apprendre plus sur toi? Yes, à fond. Du coup, LinkedIn à Bâle, vous pouvez me contacter, vous pouvez aussi envoyer des commentaires du coup sur les épisodes, par mail, mais essentiellement LinkedIn en vrai, et puis avec plaisir même pour faire des visios, pour échanger avec vous. Moi, je suis vraiment très dans ce côté accessible, donc n'hésitez vraiment pas. Dernier petit conseil d'amis pour la route, c'est une petite Ah question que oui. j'aimais bien poser, mais dernier petit conseil d'amis, ça va être tout simplement prenez soin de vous. Je pense que la meilleure machine à entretenir, c'est la vôtre. Donc voilà, faites attention à votre santé, que ce soit mentale, physique, etc. Je pense que c'est le plus important. Et aussi, bonne fête de fin d'année. J'imagine que vous avez écouté cet épisode. Je pense qu'on aura déjà passé la nouvelle année. Du coup, bonne année à tous, bonne résolution à fond. Et puis réussissez dans tout ce que vous voulez entreprendre. Trop cool. Et bah, je vous souhaite également une bonne année. Et puis, Alexis, on se retrouve pour le 100e épisode, du coup. Yes, merci à toi Thomas, c'était trop cool, trop content d'avoir fait ça avec toi et d'avoir pu partager ça aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Et je te dis à très vite et prends soin de toi. Bis. Bisous, ciao ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.